Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais parler de la seconde tentative d'assassinat sur Donald Trump, chose extraordinaire, puisque entre la première et la deuxième tentative, il s'est passé environ 2 mois. Alors c'est vraiment absolument extraordinaire puisque cela ne s'est jamais vu à ma connaissance. Alors évidemment, peut-être qu'il y a plus d'un siècle, il y a eu quelque chose de ressemblant, mais moi, à ma connaissance, pour moi, c'est un cas unique. Bref, donc on va parler de cela. Il y aura beaucoup d'informations, quelques articles, bien évidemment, que je vais vous montrer. 2 vidéos extrêmement intéressantes, très éclairantes. On va voir tout ça, mais en tous les cas, c'est très inquiétant. Alors, est-ce un déséquilibré ou quelqu'un qui avait la rage contre Donald Trump parce qu'il était vraiment un danger pour les États-Unis, voire même pour le monde? Alors, c'est étonnant puisque il était pro-Trump en 2016 et maintenant il est tellement anti-Trump qu'il veut l'assassiner. Alors, est-ce qu'il a été manipulé par par la propagande ambiante ultra agressive contre Donald Trump, puisque de grands journaux à la télévision, à la radio, sur le papier, certains décrivent Donald Trump comme un danger public, un danger pour l'Amérique, un danger pour le monde, qu'à cause de lui, il y a eu déjà des centaines de milliers de morts, et etc., puisque tous les grands médias occidentaux crachent littéralement sur Donald Trump depuis qu'il s'est présenté à la présidentielle à partir de 2016. Hein, n'oublions pas qu'on lui a mis sur le dos le fait que les Russes étaient impliqués lors de déjà sa campagne présidentielle juste avant qu'il devienne président. Donc il y a eu le Russia Gate, mais malgré que le département de la Défense ait enquêté pendant 3 ans sur Donald Trump, département de la Défense totalement contre Trump, totalement démocrate, et pourtant, il y a eu le Mueller Report qui a déclaré que non, le Russiagate n'existait pas, qu'il n'y avait aucune preuve, 3 ans d'enquête, hein, et des gens anti-Trump. Non, la Russie ne faisait aucune influence aux États-Unis, rien qui pouvait le prouver tout du moins, etc., etc. Et ben, malgré ce rapport qui a été fourni aux médias en grande pompe, eh bien, on accuse toujours Donald Trump, les grands médias accusent toujours Donald Trump d'avoir des relations avec les Russes et que les Russes essayent de influencer les campagnes présidentielles américaines, bien évidemment. C'est pris comme quelque chose d'évident, hein, d'absolument certain. Et pourtant, on ignore bien évidemment ce rapport du département de la justice américaine, hein, qui a été rendu pourtant officiellement. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, là, cette seconde tentative a fait couler beaucoup d'encre. Je me devais d'en parler et de vous donner ma petite analyse. Alors, je ne vais pas être catégorique sur ce que je pense, parce que si j'étais, on va dire, honnête et franc, et que je vous disais ce que j'en pense, ça pourrait me causer quelques problèmes. N'oublions pas que ma précédente chaîne Analyse du Monde a été supprimée justement parce que je disais certaines choses. Donc je vous donne les informations, vous allez vous faire votre propre idée. Et je vais m'arrêter là, il n'y aura pas de conclusion. Donc encore une fois, je le répète, si cette vidéo vous a plu, si vous appréciez mon travail, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. J'arrête là, bon visionnage et surtout, soyez curieux. Voici un article de Fox News qui vous donne la présentation des faits.
Donc là, on a le suspect Ryan Wesley Ruth comparé devant le tribunal et fait face à des accusations d'armes à feu après une tentative d'assassinat de Trump. Les faits saillants, dimanche, les services secrets ont ouvert le feu sur un suspect armé d'un fusil dans un bosquet non loin de l'ancien président Donald Trump au Trump International Golf Course de West Palm Beach en Floride. Le suspect, Ryan Wesley Ruth, a fui les lieux, mais a ensuite été appréhendé par les forces de l'ordre de Floride. Ruth a été inculpé devant un tribunal fédéral de possession d'une arme à feu par un criminel condamné et de possession d'une arme à feu dont le numéro de série avait été effacé. D'autres accusations sont attendues. Vous notez que malgré qu'il ait déjà été condamné, il n'a apparemment jamais été en prison. Il a toujours été relâché. Bon. À noter, Ruth aurait rôdé pendant près de 12 heures près du parcours de golf International Trump, selon les relevés téléphoniques relevés. Le président Biden a déclaré que les services secrets avaient besoin de plus d'aide après la deuxième tentative d'assassinat de Trump. Voilà. Donc il est aéré pendant 12 heures donc à côté du golfe, donc autour du golfe. Et pendant ces 12 heures, il n'a pas été repéré, comme c'est dommage. Donc toujours un journal américain, NPR, qui nous dit « Voici tout ce que nous savons sur l'apparente tentative d'assassinat de Trump ». Ce n'est qu'une apparente tentative, c'est pas une vraie tentative. Ah oui, je prends là un grand journal américain lambda, pas un journal dissident. Voilà, donc au 16 septembre. Donc là, j'ai souligné ce qu'il y avait de plus intéressant. Ruth a comparu lundi devant un tribunal fédéral de West Palm Beach où il a été accusé de 2 délits liés aux armes à feu. Possession d'une arme à feu en tant que criminel condamné et possession d'une arme à feu avec un numéro de série effacé. Ruth, qui était représenté par un avocat commis d'office général, a déclaré au juge fédéral Ryan McCabe qu'il n'avait pas d'économie pour payer sa défense. Vêtu d'une combinaison de prison bleue et de menottes, il a également déclaré qu'il avait un fils de 25 ans. Alors là, c'est pas noté dans ce journal, mais dans un autre journal, c'était noté qu'il a déclaré au juge qu'il touchait 3 000 $ par mois. Mais il n'a pas voulu dire au juge d'où venait cet argent, puisque officiellement, il est sans emploi. Et officiellement, il n'a pas assez d'argent pour payer sa défense, mais il a dit au juge qu'il touchait 3 000 $ par mois, sans vouloir dire d'où venait cet argent. Je le dis comme ça. L'opérateur de téléphonie mobile de Ruth a fourni les données suggérant qu'il avait été à proximité du terrain de golf pendant près de 12 heures. Un agent qui se trouvait devant Trump sur le terrain a pu repérer le canon d'un fusil qui dépassait de la clôture et a immédiatement attaqué cet individu. En fait, il a tiré entre 4 et 5 coups de feu, on ne sait pas exactement, qui a alors pris la fuite, a déclaré le shérif Bradshaw. Il y a 4 ou 5 coups de feu qui ont été tirés, tous ont largement raté sa cible. L'arme a été identifiée comme un fusil de type SKS. Donc là, on va voir tout de suite c'est quoi un type SKS. Alors voici la carabine SKS 45 Sniper et vous voyez le prix. Donc là, c'est une armurerie franco-suisse. Voici le prix de cette arme qui est une arme ancienne, mais qui est une arme de sniper. Voilà. Vous avez vu, c'est bon. Donc déjà, contrairement à ce qui est dit dans les médias, ce n'est pas un AK-47, c'est un fusil qui est du type AK-47, mais qui n'est pas un AK-47. Les médias ne répètent que ça. C'est un fusil de sniper SKS, très exactement. Le SKS a notamment été utilisé par les tireurs d'élite du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam, selon Violence Policy Center. Donc, des photos de la scène montrent ce qui semble être un nid de tireurs d'élite improvisés avec des sacs à dos accrochés les uns à côté des autres sur la clôture avec un espace entre eux.
l'emplacement des carreaux de céramique suggère que le suspect avait probablement l'intention de les protéger contre d'éventuels tirs. Alors là, je ne crois pas qu'il y ait de photos. Non, il n'y a pas de photos. Mais on peut voir sur la grillage deux choses qui ressemblent à des armures par balles, hein, des sortes de plaques de torse par balle qui sont fixées sur le grillage avec effectivement un espace de 10 cm entre les deux pour se protéger contre d'éventuels tirs. C'est lui, Ruth, c'est ce gars-là, hein, qui est passé avant qui tire sur Trump, il est passé dans plusieurs médias, hein, du fait qu'il ait été à Kiev et qu'il était à des réunions du bataillon Azov à Kiev. Alors, bataillon Azov, c'est le bataillon néo-nazi, hein. Donc lui, il faisait partie, pas du bataillon Azov, mais il a été dans les réunions du bataillon Azov. Voilà, c'était à souligner. Donc voilà, donc déjà il a pu se procurer ce SKS, il a pu se procurer donc je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, j'y connais vraiment rien, mais les gilets pare-balles, voilà, je cherchais le mot. Il a pu se procurer 2 gilets pare-balles avec des plaques céramiques et qu'il a pu mettre voilà, sur un grillage. Voilà. Ruth a un lourd passé criminel, notamment une condamnation pour possession d'une arme de destruction massive en 2002. Donc, alors, si mes souvenirs sont exacts, d'après les autres articles que j'ai lus, c'est du style une mitrailleuse lourde, hein, comme dans Rambo, vous savez, le M60. Voilà. Et il est ressorti, il a été condamné, mais aucun problème, il n'a pas été en prison. Il est ressorti juste après, hein. Les archives publiques le mentionnent comme accusé dans de nombreuses affaires judiciaires sur des questions allant des chèques sans provision aux impayés fiscaux. Entre 2001 et 2010, il a également été accusé de nombreux délits. Donc ça montre qu'il a été immédiatement libéré. Là, dans cette première affaire. L'agent du FBI Veltri a déclaré que le suspect avait fait l'objet d'une information transmise au FBI en 2019 qui l'accusait d'être un criminel en possession d'une arme à feu. Veltri a déclaré qu'ils avaient enquêté, mais que l'information n'avait pas été divulguée. Donc ils ont enquêté sur cet homme, Ruth, qui le classe comme un criminel en possession d'une arme à feu, mais personne ne fait rien. Les registres de vote de Caroline du Nord montrent que Ruth a voté lors de la récente élection primaire démocrate dans cette région. Mais il est répertorié comme n'étant affilié à aucun parti. Il a écrit dans un livre auto-édité en 2023 qu'il avait voté pour Trump en 2016 et qu'il l'avait regretté. Donc il était apparemment trumpiste en 2016 et après il a voté démocrate depuis lors. Les registres de la commission électorale fédérale montrent que Ruth a fait des dons à la plateforme de collecte de fonds démocrate ActBlue près de 20 fois pour des montants allant de 1 à 25 $ entre septembre 2019 et mars 2020. Alors vous voyez, il y a déjà des incohérences terribles. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire énorme, qui a été déclaré 2 fois coupable, qui a été condamné en tant que criminel, il n'a jamais été emprisonné. C'est quand même un petit peu étonnant, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu étonnant. Bref, voilà, mais ce n'est pas fini. Alors là maintenant je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai repris de chez Russell Brand, qui est la plus grosse source dissidente du monde. Je dis bien du monde, hein. Il a 6,85 millions d'abonnés. Il ne fait que des choses de géopolitique ou de politique. Il dénonce beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne d'ailleurs. Et l'extrait vient de cette vidéo-ci concernant
la deuxième tentative d'assassinat de Trump, sur Trump. Donc je reprends de cette vidéo-ci. Vous allez voir ça, c'est extrêmement intéressant. All of his socials as much as possible before the FBI took it all down. So here's some basics on what we know about him and one really interesting rabbit hole about who he might be. Right off the bat though, it's super early. This is all speculative. Take your time, pump the brakes. We're just digging through dirty laundry. We don't know what sticks yet. But this guy is a private American citizen who traveled to Ukraine on his own dime, to help recruit civilian soldiers to fight for Ukraine and Afghan special forces. He was like recruiting on his Facebook page. Here's an archive of all of his tweets that look pretty damn automated to me. They pretty much all look like this. But I grabbed everyone that he followed on Twitter before they deleted it. He only followed 60. And right down at the bottom of that list, which I think indicates his first follow, is this girl named Sue Kim, who is ex-CIA, along with some other very interesting things. But her account is private, meaning why does he follow her? I've been digging around and one of my followers said that they found her in the people that follow him back. He says that she was at the bottom of his followed list, meaning that she followed him right when he made the account. That would make sense, seeing as she's at the bottom of his following list of who he follows too. I mean, every asset needs a handler. And when you go through some of these other affiliations here, you get what is essentially the CIA training grounds at Johns Hopkins University. It explores the relationship between politics and the many kinds of military power, from the use of terror by small non-state groups to the threatened use of nuclear weapons. Its director is John McLaughlin, who is literally an ex-acting director of the CIA and ex-deputy director of the CIA, 3-decade career at the CIA. David is third on the list of people at the top of this institution at the university. 30-year career in Army Special Forces, various special operations, invading various countries, as well as Operation Enduring Freedom. You get the idea. Anyways, RAND Corporation. That's a military industrial complex think tank, kind of like the Atlantic Council. And LMI org. Yeah, that's like a military industrial complex education and training program as well. Preliminary findings on the internet when you search our homeboy, the shooter, show his arrest record, including in 2002, possession of weapons of mass destruction, class F felony. Yeah, that sounds like some operative shit to me. This is a photo of the weapon he used and the setup he had. People are speculating it looks an awful lot like, Russian-Ukrainian class of rifle. He's doing these weird recruitment ops in Ukraine for civilians. Well, he's like posting on his Facebook all the time to like no followers about how he's recruiting hundreds of civilians to fight for Ukraine. Posting for like Afghan special forces to contact him so they can come fight in Ukraine. But he's like just a random citizen from Hawaii. And one of the 60 people he follows is this CIA gal that allegedly follows him back. That looks an awful lot like a handler or a contact. No wonder the legacy media has... Who you are and why are you here? I'm 56 from the U.S., from North Carolina originally, so live in Hawaii now, so flew all the way from Hawaii here. So the question as far as why I'm here, to me, a lot of the other conflicts are gray, but this conflict is definitely black and white. This is about good versus evil. This is a storybook, any movie we've ever watched, this is definitely evil against good. And that is pretty reductive and here in Ukraine. My initial goal was to come and fight. I think, everybody around the globe should be motivated to come here and support the Ukrainians and support the army, no matter what gender, age, anything. Everybody should be here supporting the army. But I'm 56, so initially they were like, well, I have no military experience, so they're like, you're not an ideal candidate. So they said, not right this minute. So plan B was to come here to Kyiv and promote getting more people here. We need thousands and thousands and thousands of people here fighting with the Ukrainians. We need, we've got 190 countries around the world, and we need thousands from all of them. If the governments will not send their official military
then we civilians have to pick up the torch and make this thing happen. That's extraordinary. I suppose if that were another issue, another subject, another conflict. Alors cet article de CNN est très intéressant puisqu'au lendemain de la tentative d'assassinat, c'est-à-dire au 16 septembre, CNN titrait que la décision de Trump d'aller à son golf était une décision de la dernière minute. Plusieurs sources le disent, des sources proches de Donald Trump. Mais étonnamment, cet article de CNN a disparu d'Internet. On ne le retrouve plus. Et oui, pour le trouver, j'ai été obligé d'aller voir un autre journal parce que heureusement que je regarde CNN tous les jours et que quand il y a des choses intéressantes, je prends une copie d'écran parce que sinon j'aurais le bec dans l'eau. Alors comme ça m'est arrivé dans ma carrière des dizaines et des dizaines de fois où je voulais montrer quelque chose mais qui disparaît le lendemain, voire même quelques heures après, parce que c'est trop embêtant pour certains gouvernements, bah, heureusement que j'ai pris cette habitude et que j'ai pris une copie d'écran. Bref, je vous montre l'article entier, mais qui n'est pas de CNN. Alors là, on va regarder une de mes sources favorites dissidentes américaines, hein, je dis bien dissidentes, j'en ai plusieurs, j'ai Gateway Pundit, Redacted, The Grey Zone, Glenn Greenwald, mais bon, là, que nous dit Gateway Pundit? La sortie de golf de Trump était une décision dernière minute, révèle des sources. Donc au 16 septembre, et là, que lit-on? Alors attention, c'est un article de CNN à la base, hein, qui a été repris tel quel par Gateway Pundit. Cette apparition imprévue a suscité des spéculations et des questions concernant un incident de sécurité survenu au club de golf, plus tôt dans la journée. Des sources ont révélé que la sortie de golf ne figurait pas au programme public de Trump, ce qui soulève des inquiétudes quant à la manière dont un individu a apparemment pu programmer un incident pendant la présence de Trump au club de golf. Et oui, c'est le fait que Trump soit à son parcours de golf n'était pas rendu public. Personne ne le savait, à part les services secrets et l'entourage de Trump. Et là, CNN a rapporté, le match de golf de l'ancien président Donald Trump prévu dimanche a été ajouté à son programme à la dernière minute, ont indiqué deux sources proches du dossier. Alors quand vous lisez ça, vous comprenez pourquoi CNN a retiré son article qui disait exactement ça. Parce que maintenant cet article est introuvable. Et le fait que CNN ait retiré cet article, déjà, en dit des volumes. Hein, et on voit maintenant très bien que CNN a reçu un petit coup de fil de la CIA, du FBI, j'en sais rien, de l'état profond, je ne sais pas, et on leur a dit « Oh là, ça c'est très compromettant, retire-moi tout de suite cet article ». Sauf que c'est un peu bête, puisque c'est trop tard. Mais bon, tout du moins, ils auront le bénéfice que ça ne soit plus sur CNN et non pas visible par le monde entier de manière très facile. Parce qu'inutile de vous dire que Gateway Pundit, c'est beaucoup moins connu que CNN, bien évidemment. Là, nous allons regarder la chaîne Redacted, une des plus grosses chaînes dissidentes des États-Unis sur Internet. Donc c'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez Redacted puisque j'ai montré plein de vidéos de leur part concernant le conflit israélo-palestinien, de ce qui s'était passé aux États-Unis avec le premier tentative d'assassinat de Donald Trump. Et donc là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que déjà, ils vont donner leur avis concernant cette deuxième tentative d'assassinat sur Trump, mais ils ont invité aussi un ex-chef analyste de la CIA qui s'appelle Scheuer, qui a travaillé à la CIA pendant 22 ans et qui est un des tout premiers alerteurs connus
Alors, c'est un alerteur qui, dans les années 90, avait dénoncé publiquement, alors qu'il était analyste à la CIA en actif, que la guerre en Irak avait été montée de toutes pièces par les États-Unis et que c'était tout simplement pour avoir une hégémonie dans le monde que les États-Unis avaient fait ça. Donc, comme il était extrêmement inquiet que ça embrase le Moyen-Orient, voire même le monde, bah, il avait divulgué ces informations. Donc, quelqu'un d'extrêmement courageux, et comme il a travaillé 22 ans pour la CIA, il avait pris toutes ses précautions avec 4 avocats répartis dans tous les États-Unis, ayant chacun des données différentes, extrêmement sensibles sur la CIA, si jamais il se retrouvait suicidé, mort d'une quelconque manière, etc. Alors c'est peut-être comme ça qu'il s'en est tiré jusqu'à aujourd'hui. Mais en tous les cas, on va voir ce monsieur Schuer, donc qui est une énorme pointure. Encore une fois, je le répète, un des tout premiers alerteurs qui ait existé. Et sans lui, eh bien, ce ne serait pas un savoir commun de savoir que la guerre en Irak avait été une fausse guerre fabriquée par les États-Unis. L'origine de tout ça, ça vient de cet homme-là. Donc, on va le voir sur la chaîne Redacted. Regardons ça. Was Ryan Routh, the suspect in the assassination attempt on Donald Trump, groomed by the CIA? Well, we're learning a lot more about this clown this morning, including that he had a book out that you can read if you'd like, his self-published book. It's called Ukraine's Unwinnable War, in which he urged Iran to assassinate Donald Trump. But that's just the tip of the iceberg. The very first Twitter account that followed his Twitter account is an ex-CIA agent. Was this his handler? We don't know. The deep state constantly uses useful idiots like Ryan Routh. So what do we know about the CIA and how the CIA deploys these useful idiots? Let's ask a former CIA agent. Michael Scheuer spent 22 years working at the CIA. He's written 4 books on how America needs to get out of these conflicts around the world, including Ukraine and the Middle East, and focus instead on the United States of America. That has to piss off a lot of people at the CIA, and that's why we'd love to have Michael on the show. Michael, welcome back. Good to see you. Thank you, sir. Thank you for having me. So just when you started to see these details emerging about Ryan Routh, he's not some just random lone gunman guy with an axe to grind. All of these connections are starting to emerge. Did that surprise you, and what do you make of it? Well, I don't think it can surprise us too much, and I think most Americans may be surprised by it, but it's simply because the media doesn't cover it. Both the United States Special Forces and the CIA's paramilitary groups one of their major jobs is training foreigners who we want to help win or want to do a particular job for us. There's a lot of hoo-ha about special forces, paramilitary forces in the United States. They can't win wars. Their fighting is important in certain tactical instances, like killing bin Laden, if that happened. But what they mostly used for is for training foreigners in the Ukraine, in Vietnam, everywhere in the world, that there is a chance for the federal government in this country to get us involved in somebody's cause that they like. Those people are there. And grooming is mostly just, training. They become proficient in arms, proficient in tactics. But personal friendships is an enormous amount of espionage. And you recruit people as your agents at the agency, at the Defense Intelligence Agency, at Special Forces. One of the characteristics you're looking for is an ability to project themselves as friends, as colleagues. And so it's not all that a complicated process. It's expensive. And sometimes it doesn't work. If you bet on the wrong horse, like this character in Florida, you put a whole lot of money and a whole lot of time into something that didn't work. But that's basically the way it goes. Grooming
I guess grooming is a good enough word for it. You're grooming people to be fighters first, clever people tactically, and most of all loyal to their backers. So it's kind of an espionage development of a person, but it's also a military one. And languages are always a problem. You're never quite sure about what's going on around you, and so the idea that people can become investors in their own work is possible. But also, someone you trained 3 years ago, you may run into a situation where you have a use for them now, and with the money that any U.S. government agency can offer for a job, whether it's gathering intelligence or killing somebody, those people generally are going to be hard to, it's going to be hard for them to refrain from doing our bidding. One of the things that emerged with this guy almost immediately was the scrubbing of his social media accounts. They were removed, edited, deleted, and then we found information that was then post-added to certain articles from weeks ago. And you can see this by going through the Wayback Machine, that things have been manipulated about his record and his history. It's all very interesting. And would that be something the CIA would also do and be a part of when you're grooming someone, using someone like this, is really try to use the internet and make sure that the narrative is out there correctly? Well, certainly they would use it, yes. I have to say I left in 2004, which was a little bit before the devastatingly effective way people can control your thoughts or your ideas or project a picture of you on the internet today and social media. So I would think today that would not be a problem. It's a little bit hard for me to believe that someone traceable to the agency would use their name or a name that's known to be used by them in terms of going to social media. But I can't say that couldn't happen. I just would find it surprisingly bad tradecraft. One of the other things that has emerged that they know, according to sources, Ryan Ralph visited Fort Bragg dozens of times in the past few years, which is where the U.S. Army Psychological Operations Unit is located at Fort Bragg. What do you make of that? Well, I'm not sure this guy is very much engaged in psychological operations, but what he went there for was that's the home of our special forces. And he might have trained there with them, or a refresher course perhaps in the last several years. But he's clearly on the side of what the Defense Department and the president want, which is the war in Ukraine. And so he probably would have been welcomed there. I think, the other thing you should think about, not you, but I mean generally people should think about, is that the man claims to have an income of only $3,000 a month, and yet he flew first class from Hawaii to Florida, which is about, I heard this morning on the radio, about $7,000. He was arrested at one point for controlling an undefined weapon of mass destruction, and the judge gave him a misdemeanor for that, which is it screams that someone from Washington intervened in the thing to say, he's our guy, we need him, don't put him away forever, which probably would have been the punishment. So there's red flags all over the place. I think it's a disgrace, but it's appalling but not surprising, Clayton. It's the way the game is played these days. Deeply disturbing on a day when we have this major attack against Hezbollah in Lebanon, and the United States agitating for war both against Russia and Iran. And then conveniently, over the past few weeks, we've heard in the mainstream media that they've broken up a cell that was trying to assassinate President Trump. These were a Pakistani who had ties to Iran. And now we have a book that he's written where he's asking Iran to assassinate Trump. It just all sounds so convenient. Oh, it is. Don't think for a moment that it's all coincidence. The one thing you learn, I learned in my life at least, and I learned especially at the agency, is coincidences are very, very rare. You have a coincidence in your life where you forget to put the coffee pot under the perker, and so you get it all over your floor or your counter. But in the real world, coincidences are not
very common. This thing was played through. He had a car with stolen plates. He had a rifle with an obliterated identification number on it. And he was not from Florida, serial number, yes, sir. And he was not from Florida, so he could not have bought that rifle in Florida, being an out-of-stater, unless they had given him Florida documents, which is not impossible. And he could not have brought it on the airplane. So he had lots of help. And he also had, apparently, I would guess, I think the strongest guess is he had someone in Trump's entourage, because they say the golf date was kind of a spontaneous thing, early in the morning or early in the afternoon. And so there was not a lot of time. So somebody close to him leaked it, or leaked that it was going to happen at some point tomorrow. And then they refined the time when they found out exactly when he was going. But it's there's CIA people probably around Trump. There's FBI people around Trump. There's good and bad about that. If they're loyal, it's fine. If not, they're an enormous danger.